Bonjour le réseau avec Windows 2016, nous sommes partis sur le module DNS, toujours dans Networking for Windows 2016, préparation à l'examen 70741, si vous avez besoin de passer l'examen. Donc nous en sommes au module 4 sur la partie DNS. Quel est le programme du jour? Le fonctionnement du système DNS, les différentes zones, comment maintenir le serveur et le nettoyer avec toutes les technologies de scavenging, les records, les différents types de zones, la mise à jour dynamique, le WINS, les options avancées et les DNS policies et sécurité. Nous commençons donc par le premier module, le fonctionnement d'un serveur DNS, à quoi sert un serveur DNS. Donc ça, nous allons voir en détail. Donc le protocole DNS. Le protocole DNS est une solution qui va vous permettre de pouvoir rechercher des ordinateurs, non pas par l'adresse IP, mais par ce qu'on appelle un hostname. Hostname. Il est clair que aujourd'hui, vous avez possibilité de vous souvenir de certaines IP qu'il y a dans votre réseau. Pour vous, en tout cas, que technicien, c'est assez facile. Pour un utilisateur lambda, c'est évidemment impossible de se souvenir le nom de serveur. Le DNS est surtout utilisé sur Internet, donc ça vous l'utilisez tous les jours. Quand vous allez surfer sur Internet, eh bien, quand vous allez sur par exemple le site de fluctuationit.com, il est évident que le protocole a besoin de l'adresse IP puisque c'est la façon que vous avez pour, excusez-moi, vous connecter directement sur le site où se trouvent les pages web de fluctuationit.com. Donc ça, le protocole IP a besoin, effectivement, le IPv4 a besoin de ce adresse IP pour pouvoir aller se connecter sur le serveur qui se trouve quelque part dans le monde où sont hébergées les pages web du site fluctuationit.com. N'oubliez pas que ça c'est toujours un principe avec des routeurs qui vont aller rechercher l'adresse IP. Donc le DNS va utiliser une base de données qui va permettre de pouvoir stocker tous les noms des ordinateurs et des adresses IP. Si je vais sur mon lab ici, imaginons que je vais regarder sur mon domaine contrôleur, vous allez voir que sur le domaine contrôleur, vous avez, c'est-à-dire le rôle DNS qui a été installé et qui me permet aux utilisateurs et à toutes mes applications, que ce soit utilisateur, ingénieur, de pouvoir trouver facilement vos ressources. Donc le DNS c'est primordial puisque sans DNS vous n'avez pas d'acquisition, la plupart des solutions ne fonctionnent pas et puis vous n'allez pas revenir à l'époque du WINS où le DNS n'était pas utilisé. Donc ça effectivement c'est primordial, c'est pour ça qu'il faut au moins 2 domaines contrôleurs, ça paraît tout à fait logique. Donc si je vais ici dans workshop.lab, je vois que j'ai par exemple un serveur qui s'appelle serveur 1 qui est en 110. J'ai ici 2 contrôleurs domaine et j'ai pas de poste intégré. Alors après, je peux les intégrer dans le domaine, évidemment. Donc ici, si je vais maintenant ouvrir un PowerShell, ici, eh bien, il est clair que pour un utilisateur ou pour vous, technicien, ingénieur, quel que soit votre type de métier, si vous êtes là, c'est pour apprendre, eh bien, vous pouvez facilement ici ouvrir une fenêtre et puis soit faire un ping d'un ordinateur, donc on avait dit le serveur 1, donc le serveur 1, vous voyez, 110, ou alors j'ai la possibilité de faire évidemment un ping à partir de l'adresse IP. Quand vous faites ici, quand vous tapez ping 110, il va essayer de répondre. Alors évidemment le serveur 1 ne répond pas dans mon cas de figure, pourquoi ? Parce que le firewall empêche les pings, donc je vais juste aller désactiver le pare-feu. La logique aurait été que vous fassiez une règle qui autorise uniquement le flux ICMP, mais là je vais pour une facilité, eh bien aller désactiver le pare-feu. Donc je vais dans le control panel, je vais ici, je vais dans Small Icon, et puis je vais dans Windows Firewall et je vais désactiver le pare-feu. Donc je vais le mettre en off ici et off ici. Donc je fais OK. Très bien. On peut fermer le serveur 1 et retourner sur notre lab ici. Donc quand je fais un ping de serveur 1, on voit qu'il répond. Comment est-ce qu'il a trouvé évidemment le nom, ce qu'on appelle FQDN, le Fully Qualified Domain Name, en consultant le DNS. Et d'ailleurs, ici,
si on fait un get DNS client, vous allez voir que effectivement sur Ethernet, c'est là où il va rechercher l'adresse du client DNS. Donc, je le vois également en faisant un ipconfig/all. Je vois que le domaine contrôleur est évidemment livré avec le DNS ici qui lui permet de faire des recherches. Bon, là, c'est lui-même, donc ça paraît logique. Ok. Donc, on va revenir ici. Donc, ensuite, la recherche sur Internet. Lorsque les noms DNS sont sur Internet, il est évident que, eh bien, on va faire la demande à plusieurs types d'informations, enfin plusieurs types de sources. Donc, imaginons que vous êtes ici sur votre poste de travail, et puis qu'à un moment donné, vous vouliez aller sur le site de Microsoft. Donc, vous tapez tout simplement dans Google ou directement dans la barre d'adresse microsoft.com. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'abord, votre poste de travail va regarder dans son cache local si par hasard, il n'est pas déjà allé sur le site de Microsoft. Il est évident que si je vais ici, voilà, et que je vais sur le site de Microsoft.com, www.microsoft.com, là, il est en train de rechercher, donc Microsoft.com, la classe est à Malte, ici. Eh bien, si j'ouvre maintenant un PowerShell, vous allez voir, si j'ouvre un PowerShell ici, PowerShell, eh bien, il va garder, pendant un certain moment, l'adresse IP de Microsoft.com localement sur mon poste. Donc, si je fais un get-dns client cache, vous allez voir que là, vous avez plein d'adresses, et notamment, évidemment, l'adresse de Microsoft.com. Donc ici, si je fais ça, et que je fais un pipe out file dns.txt, et que ensuite je fais un notepad de dns.txt, voilà, ici, on voit qu'il a effectivement bien gardé en mémoire toutes les informations et les adresses IP évidemment des différents sites. Donc vous voyez que vous avez les adresses IP et vous avez le time to live. Le time to live, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que cette information va rester dans le cache. Donc ici, on voit les différentes informations, différentes adresses IP. Donc à chaque fois que je vais sur un site, par exemple, on voit que pendant 252 secondes, il va garder l'adresse IP de Microsoft ici. Si je vais ensuite sur un autre site, pareil, là c'est le Crédit Agricole, là c'est Google. Donc vous voyez qu'il garde cette information-là sur le cache en local. Revenons à nos moutons. Donc ensuite, s'il ne trouve pas sur le poste en local l'adresse IP, excusez-moi, de Microsoft.com, il va demander à votre serveur DNS en interne, est-ce que toi-même, tu as peut-être en cache sur ton serveur l'adresse IP de Microsoft? Si il n'a pas l'adresse IP de Microsoft, il va soit le forwarder à votre ISP. ISP, c'est votre là où vous avez votre abonnement sur Internet. Ça peut être Swisscom, ça peut être Orange, ça peut être Free, ça peut être Colt. Et sinon, il est capable d'aller rechercher l'adresse IP de Microsoft.com parmi les 13 serveurs routes, évidemment, sur Internet. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, imaginons, alors après, ça se configure facilement. Donc, imaginons que il y a un utilisateur qui fasse www.microsoft.com, il va regarder là-dedans, et puis il va regarder dans le cache. Donc, c'est pour ça que dans les options ici avancées, Advanced, vous avez le cache. Et dans le cache, si quelqu'un aurait été allé sur le site de Microsoft.com, vous auriez comme ici et Microsoft. S'il ne le trouve pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller soit envoyer la demande ici, et là en général on met l'adresse IP de quoi? Ça c'est connu, ou alors de votre provider. Voilà, donc imaginons je fais ça. Voilà, 4 x 8, je fais OK. Et on voit
ici qu'il y a une option qui dit que s'il n'y a pas de forwarder, utilisez les route ins, ici. Et vous avez les route ins. Et vous voyez, ça, c'est les 13 serveurs dans le monde sur lesquels le système va aller se connecter pour récupérer l'adresse IP du site où tous vos utilisateurs surfent tous les jours. Donc, je vais enlever ça, juste pour... Voilà, on va l'enlever. Et puis, on va revenir à nos vaches. Tiens, on va changer un petit peu. Ok. Donc, la mise en cache, on l'a vu, hein, la mise en cache, ici. Donc, n'oubliez pas que dès que vous avez récupéré le résultat d'une machine en particulier, eh bien, il va aller pendant 24 heures sur le serveur ou sur le poste, évidemment, mais ça dépend de ce que l'autorité qui héberge le site où vous allez a décidé. Le forwarder, c'est pour envoyer vers un autre, on vient de le voir, effectivement, vers un autre serveur ISP. Donc vous voyez, l'avantage de DNS, c'est ça, c'est cette possibilité de automatiquement faire des recherches. Alors ici, si je retourne sur mon poste, vous voyez que là, ici, si je retourne sur mon domaine contrôleur ici, on voit bien tout ce qui est stocké ici. Alors, on verra évidemment toute cette partie-là en détail pendant la formation. Veuillez noter que ici, vous avez la zone, ce qu'on appelle une zone primaire, ça on en reparlera, avec ici les différentes informations de la zone. N'oubliez pas que le DNS, c'est une mise à jour automatique. Automatique veut dire que dès que vous rentrez un ordinateur dans un domaine, il va automatiquement mettre ici le nom du poste, le nom du serveur et l'adresse IP. Ça, c'est complètement automatique. Ok, donc petite présentation rapide, et puis nous allons voir maintenant plus en détail les composants pour rentrer plus dans le vif du sujet. Ok, ben je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo sur la partie composants. Ciao, ciao tout le monde!